Bonjour, j'espère que cette vidéo vous trouve en parfaite santé. Et oui, ne l'oubliez jamais, chaque fois quand vous auriez quelque chose à demander à votre Dieu, demandez-lui d'abord la santé, car c'est la meilleure et la plus grande des richesses, sans laquelle nous ne sommes capables de réaliser nos projets en vue d'atteindre nos objectifs. Notez bien ceci. Le matériel est éphémère et doit toujours demeurer éphémère. Je suis François M. Bonnier, un personnage qui s'intéresse aux questions en lien avec le leadership et le management des organisations. Toutefois, il m'arrive souvent de donner mon point de vue sur les sujets en lien avec l'actualité africaine et internationale. Bien plus sur les fléaux qui minent les sociétés africaines. Pour ce qui concerne le contenu et le menu que nous allons mettre sur le plancher aujourd'hui, il s'agit d'un sujet qui me semble important, voire capital, qui nous permet toujours de réfléchir, de penser, de cogiter. D'ailleurs, il faut bien le comprendre. Sans la pensée, nous n'aurions pas l'existence de l'être humain. René Descartes, ce philosophe et mathématicien, dans le discours de la méthode, faisait déjà la formulation sur le cogito ergo sum, à savoir je pense, donc je suis. À travers cette formulation, René Descartes montrait déjà l'inexistence de l'homme s'il y a inexistence de la pensée. Ce qui est bien à savoir, c'est que les peuples africains l'avaient déjà très bien compris bien avant l'existence ou encore la naissance de René Descartes. Et oui, les peuples africains ont toujours pensé. Et oui, les peuples africains ont toujours cogité depuis l'époque des temps. Ils l'ont fait, ils le font et ils continueront à le faire. Notre rôle aujourd'hui, nous, la génération qui prenons le relais, c'est certainement de maintenir cette forme de pensée, de lancer des débats qui doivent faire cogiter, qui doivent faire réfléchir, qui doivent faire produire l'intelligence africaine, en vue certainement un jour ou l'autre de trouver des solutions qui permettront de déclencher ce que nous autres nous appelons la révolution du développement de l'Afrique. Et oui, on parle ici de l'Afrique. Mais entre autres, c'est vraiment quoi l'Afrique? On peut déjà comprendre et on peut déjà observer sur la scène internationale que cette définition est mal, voire très mal conceptualisée. Nous observons sur la scène internationale que l'Afrique est d'abord confondue à un pays. Et oui, c'est très faux. Je vais donc vous dire c'est quoi l'Afrique. L'Afrique est une terre des nations. Effectivement, l'Afrique est une terre des nations. Ceci dit, malheureusement, dans la période coloniale, les colons, pour mieux organiser leurs espaces de pouvoir, ont dû imposer des tracés aux différentes nations africaines. Et ceci a permis de constituer des regroupements de nations qui sont aujourd'hui appelés des pays. À partir de cette description, vous voyez déjà du regard que l'ensemble de ces nations sont juste nos différentes ethnies. Bien évidemment, une ethnie,
c'est un peuple qui parle le même langage et qui cohabite dans une même culture, si je ne peux que donner cette simple définition. Bien plus, c'est ce qui permet d'observer que, au-delà des tracés que les colons ont imposés aux différentes nations africaines, ceci a permis de retrouver des traces identitaires auprès de ces nations, au-delà des différents pays africains. Oui, l'Afrique n'est pas un pays. L'Afrique est une multinationale. Il est important qu'on le comprenne au niveau de la scène internationale. Car malheureusement, nos dirigeants jouent à ce jeu. Ils laissent paraître que l'Afrique est un pays. Et c'est à nous autres, au-delà des dirigeants, d'être capables de réinscrire la vérité à l'ordre du jour. Hormis de ce que l'espace africain soit un conglomérat de nations, il est clair que nous devrions également dire que l'Afrique est une terre de martyrs. Oui, l'Afrique est une terre d'esclaves. L'Afrique est une terre de sang versé. De fils et de filles sont morts pour l'Afrique. L'Afrique est une terre de peuples abandonnés à leur sort. L'Afrique est une terre de peuples qui ont été massacrés durant leur histoire et qui sont jusqu'ici massacrés. L'Afrique est également une terre de peuples dont les traditions ont été volées. L'Afrique est une terre de peuples qu'on a décidé d'appauvrir. Et oui, cependant aussi, de l'autre côté, l'Afrique est une terre de richesse. L'Afrique est une terre également de savoir et de connaissance. L'Afrique est une terre de résilience. L'Afrique est également une terre de puissance ancestrale. Et oui, ce qui sauve l'Afrique aujourd'hui, c'est sa puissance ancestrale. Les ancêtres de l'Afrique ne dorment pas. Les ancêtres de l'Afrique sont toujours présents. Et ça, il faut bien le comprendre et il faut bien le noter. Car ce qui fait l'une des grandes forces de l'Afrique aujourd'hui, c'est que ses ancêtres ne l'ont pas abandonné. Bien évidemment que l'Afrique est la terre de la plaque tournante mondiale de demain. Oui, les Africains, nous devrions être présents. La future génération, vous devriez vous préparer à prendre le relais. On dirait que son peuple n'y croit plus. Alors, une fois cette description sur la définition de l'Afrique faite, nous allons nous attarder maintenant sur le menu à l'ordre du jour. La question que nous nous posons aujourd'hui est vraiment celle de savoir si les Africains doivent toujours rester dans les pleurs. Oui, regardons-nous dans un miroir et pensons à cette question et développons la réflexion là-dessus. L'Afrique doit-il toujours continuer à pleurer? Il est clair qu'il n'y a aucune critique qui n'est faite ici, dans le sens de dire pourquoi ceux qui décident de pleurer pleurent. Bien évidemment.
Il y a des moments de notre vie où pleurer est important. On pleure à cause de ce qu'on a perdu. On pleure à cause de ce qu'on constate que nous sommes en train de perdre. Donc, les pleurs constituent une perte, plus simplement. Cependant, on peut aussi noter, c'est pour dire, il arrive souvent qu'on soit tellement joyeux que ceci déclenche plutôt les pleurs. Mais il ne s'agit pas de ce type de pleurs dont nous faisons allusion ici. Il s'agit bien des pleurs dans sa forme triste. Oui, c'est de ça que nous essayons, c'est de ça que nous parlons. Alors, je me souviens tout dernièrement à Lomé, le grand journaliste Alain Foucault, ce grand internationaliste, ce grand penseur et développeur sur l'actualité, souvent de l'histoire de l'Afrique. Nous lui rendons déjà hommage à Alain Foucault, grâce au travail abattu. Oui, aujourd'hui, on peut bien savoir et comprendre qu'il a quitté la RFI pour se lancer dans d'autres projets. Et lors du lancement de l'un de ses projets à Lomé tout récemment, il mentionnait déjà et lançait comme ça sur le tarmac de convoquer et de dire aux Africains de cesser de pleurer sur leur sort. Et c'est ceci, et c'est ça qui inspire la thématique d'aujourd'hui. Alain Foucault le disait à suffisance. Peuple africain, personne ne viendra vous sortir du trou dans lequel vous êtes. Oui, chacun qui viendra sur le sol africain viendra d'abord pour ses intérêts, ce qui est normal. La bataille humaine, les conflits humains sont généralement rattachés au jeu d'intérêt. Il est important que les Africains le comprennent et s'inscrivent désormais dans une démarche qui permettrait aussi que nous soyons capables d'aller revendiquer nos intérêts ou alors se battre pour protéger nos intérêts. Donc, nous disons donc par là que oui, il est normal de pleurer. Oui, nous avons pleuré. Oui, certains leaders ou encore certains acteurs parmi nous continuent à pleurer. Mais est-ce que nous tous, nous devrions rester dans le registre des pleurs ou alors dans le couloir des pleurs? Nous autres, on pense et on a plus un penchant pour l'école de pensée d'Alain Foucault, qui s'oppose complètement à l'autre école de pensée des pleurs. Nous acceptons ceux qui théorisent sur les pleurs. Oui, nous ne sommes pas là pour formuler de la critique, car chacun seul sait dans quel état il se sent pour décider de quel couloir ou de quel courant il est. Il se range. Nous autres, on se range vers le courant d'Alain Foucault. Peuple africain, il est important que nous commencions à laisser les pleurs. Ou encore, que la nouvelle élite qui doit se mettre en branle, qui doit se mettre en marche pour conquérir l'espace du droit africain, à mériter une vie décente. Il est important que cette nouvelle classe d'élite ne se range pas dans le courant de pensée des pleurs. Rangeons-nous plutôt dans le courant de pensée d'Alain Foucault. Luttons pour nos intérêts. Et ceci va passer par un ensemble de choses bien définies qu'il faudrait tous qu'on s'y range.
l'Afrique souffre de beaucoup de problèmes. Il est clair que les dirigeants actuels de l'Afrique n'en valent certainement pas la peine. Parce qu'on sait qu'ils savent ce qu'ils doivent faire pour changer la donne. Mais ils sont juste dans un refus systématique. Bien que je fais observer ici que parlant de dirigeants, on est ici dans le leadership et le management des organisations. Il faut noter qu'on peut parler d'organisations privées et d'organisations publiques. Et dans ce cas d'espèce, on parle ici de la gestion des affaires dans les organisations publiques. Je vous le faisais déjà à l'entame de mes propos. Je vous disais déjà que je m'intéresse également aux questions qui se rapprochent du leadership et du management. Je peux vous rassurer de ma modeste expérience que le management n'est pas chose facile. Le management est une discipline qui convoque beaucoup de contraintes et de réalités de terrain. Qui, tant qu'on n'est pas assis sur le siège de la direction, il est rapidement difficile de percevoir les enjeux de blocage qui permettent aux dirigeants de pouvoir faire émerger son organisation. Ça, je le comprends parfaitement. Et l'Afrique est un espace d'enjeu dans la gouvernance publique. Alors là, c'est un espace d'enjeu remarquable et pointilleux. Dites-vous bien quelque chose dans la définition que je donnais de l'Afrique comme un espace multinational où cohabitent et coexistent un ensemble de nations, ici vu sur l'angle ethnique. Vous devez bien comprendre qu'ici, on est dans un tiraillement de jeux d'intérêt ethnical. Oui, il faut le savoir. Les enjeux ethniques sont généralement mis derrière la gouvernance publique. Ceci n'est pas toujours à l'aperçu du grand public. Ça, je peux le comprendre. Je le sais d'ailleurs. Cependant, la difficulté que j'ai à avaler le gros morceau que je viens de dire présentement, c'est que dans l'attitude des dirigeants, on observe bien qu'ils sont dans une politique de demeurer au pouvoir, de faire de l'enrichissement personnel et de permettre à leur réseau d'en faire pareil. Ça, c'est le gros morceau que je n'arrive pas à avaler. Et qui me permet aujourd'hui de dire à nos dirigeants, le peuple souffre, les Africains souffrent, parce que vous ne mettez rien en place pour améliorer la qualité de vie. Malheureusement pour nous, malheureusement pour l'Afrique, lors de la période des indépendances, les vrais acteurs qui ont lutté pour l'indépendance ont été massacrés, ont été guillotinés, ont été tués, ont été écrasés. Il est certainement clair que si c'était les vrais acteurs qui ont lutté pour l'indépendance, parce qu'ils avaient compris les enjeux, si c'était eux qui avaient pris le relais après les indépendances, peut-être on ne serait pas développé, mais on n'aurait pas le résultat qu'on a aujourd'hui. Après résultat est macabre.
C'est très triste. Et c'est là qu'on peut comprendre ceux qui en pleurent jusqu'aujourd'hui. Alors, les colons ont subtilement, de manière certaine, légué l'héritage colonial à nos leaders africains d'hier qui ont pris tout de suite le relais, c'est-à-dire à des personnes dont ils ont fait le choix. Certainement parce qu'ils avaient déjà un plan d'action bien orchestré, à savoir, on vous donne l'indépendance en journée et on tient la dépendance de nuit. Et il fallait donc trouver des profils bien précis qui devaient permettre de jouer ce rôle. Ainsi, le pillage de la culture, le pillage des ressources naturelles pouvait continuer à se faire. En échange de quoi? En échange de la liberté de tous ces leaders d'hier qu'on avait mis au pouvoir, de demeurer au pouvoir, de braver les fonds publics à leur guise et de permettre à leur réseau qui les entoure, qu'ils nomment comme ministres par-ci, par-là, de pouvoir également s'enrichir personnellement, enrichir leur famille, du moins détournement des fonds publics à nul autre pareil. Ça, c'est les éléments de tristesse qui incarnent l'Afrique. Oui, il faut le savoir, il y en a parmi ces leaders d'hier qui sont encore au pouvoir aujourd'hui. Même s'ils n'étaient pas les leaders principaux, mais ils cohabitaient déjà autour des leaders principaux. Et plus tard, ils ont pris le relais du pouvoir. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours au pouvoir. Je parle ici, par exemple, pour le cas de mon pays, le Cameroun, dont son président a déjà plus de 40 ans au pouvoir. La question est, est-ce qu'après 40 ans, on est capable d'être efficace? Point d'interrogation. Mais cependant, il est clair que c'est vous, le peuple, qui l'avez voté. C'est officiellement ce qui est dit. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quand vous, le peuple, vous avez décidé de les voter? Même si on note, entre autres, que ça passe certainement par le bourrage des urnes et par l'imposition d'une personne qui a gagné. Même si on le sait, nous avons quoi pour être capable de faire prévaloir souvent ce mensonge? Nous n'avons rien parce que le peuple s'est défait de ses missions. Oui, ça fait partie du menu au sujet, à savoir, cher peuple africain, nous continuons à pleurer, mais la faute à qui? Nous autres, bien que nous sommes conscients de ce qu'a fait le colon hier, de ce qu'il fait aujourd'hui et de ce qu'il fera demain, nous disons, c'est à nous la faute. Il n'est pas question de pointer quelqu'un. Non, non. Pointer quelqu'un d'autre sur le malheur que nous subissons, c'est trop facile. C'est la voie la plus facile. Remettons-nous en question. Nous avons tout abandonné. C'est une vérité. Je parle en m'intégrant. Nous avons tout abandonné. Et c'est ce qui justifie que nos dirigeants africains sont dans une posture du laisser-faire leadership.
ils adoptent un style de leadership du laisser-faire dans leur réseau direct. Du laisser-faire dans le réseau du peuple. En échange de quoi? En échange de que leur réseau direct va s'assurer de leur pérennité au pouvoir et le peuple, où il y a également inscrit une politique de laisser faire, laissez-les faire, laissez-les faire. Le peuple se sent plus ou moins à l'aise sur ce format et par conséquent estime que ben bon, aussi longtemps qu'il est là-bas, il fait tout ce qu'il est en train de faire, il ne nous dérange pas ici en bas, ben tant mieux, on le laisse faire. Si je peux m'installer sur le trottoir pour me chercher 500 francs à travers peut-être une bassine de tomates que j'aurais mis sur le trottoir pour vendre, si je peux subvenir aux petits besoins de ma famille, ben tant mieux, je laisse aussi, je laisse les dirigeants là où ils sont. De l'autre côté, on est dans l'agressivité sociale. Et aujourd'hui, on peut bien se rendre compte. Une forme d'insécurité sociale s'impose. Les piétons ne peuvent plus traverser la route à leur guise parce que les mototaximens et les taximens sont prêts à les insulter, à les pousser même avec le pied, à les cogner. Le piéton n'est plus prioritaire. Le piéton, quand il marche à tout coin de rue, on est prêt à lui arracher son bien. Oui, c'est ce dont les dirigeants africains ont réussi à orchestrer dans la scène nationale. Et c'est une technique bien maîtrisée par ceux qui la pratiquent. En évoluant vers une politique d'appauvrissement des populations et du laisser-faire, ça entraîne complètement la population à ne s'intéresser qu'à soi-même. Et en ajout à ça, on installe les débits de boissons à tout bout de rue. On laisse émerger les réseaux de drogue, les réseaux de sexe. Et finalement, on devient un pays de sex-tape. On devient un pays de jeunes écoliers, lycéens, universitaires qui se plongent complètement là-dedans. Alcool, sexe, drogue. Et les dirigeants sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont donc capables de faire ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas vous fournir des bonnes universités, des bons lycées, des bonnes écoles. Non, ils ne vont pas vous le fournir. Des bons hôpitaux. Non, ils ne vont pas vous le fournir. Ils sont conscients qu'ils sont capables de rapidement monter dans un avion pour aller se faire soigner à l'extérieur de leur pays. Pourquoi voulez-vous qu'ils arrangent? Ils s'en tapent pas mal de ce que vous pouvez, soit que vous mouriez, que vous deviennez fou ou folle. Ils s'en foutent complètement de cette situation. Oui, les Africains, nous avons abandonné le leadership aux leaders. C'est pour ça que 40 ans plus tard, est-ce qu'on peut encore être efficace? Certainement, dans la lecture managériale, non. La routine managériale doit se faire pendant une certaine période. Le changement est une politique managériale qui favorise la dynamique de production. Tant qu'il n'y a pas le changement, il est difficile de s'inscrire dans une dynamique de production. Difficile. Parce qu'il est démontré
que la stabilité permanente, voire à vie, du personnel dans un espace circonscrit sur le temps n'entraîne plus la production. On reste finalement dans la routine et il n'y a plus de nouveaux enjeux. Il n'y a plus de nouveaux objectifs. Tout stagne. Et on tend plus vers la paresse, car on estime qu'on sait déjà ce qu'on a à faire. Voilà pourquoi la longévité au pouvoir ne pourra pas être la bonne solution pour s'inscrire dans une dynamique de développement. Ça, je le dis bien pour qu'on essaye de comprendre que rendu 40 ans plus tard, pour le cas de mon pays, le Cameroun, il est difficile à un leader de maintenir le cap de la dynamique de production. Bien évidemment, on a compris. Et ça, j'essaie souvent de faire ce distinguo. On peut évaluer un dirigeant à partir d'un certain nombre d'indicateurs pour pouvoir parvenir à se rendre compte s'il est incompétent ou pas. Mais il faudrait déjà qu'on constate que le dirigeant lui-même est inscrit dans une dynamique de réussite pour qu'on soit capable, à travers ces indicateurs, de faire ou de fournir une bonne évaluation. Quand le dirigeant n'est pas inscrit dans une dynamique de réussite, ça devient difficile. Parce que dans le cas et le format du choix leadership que prennent la plupart des dirigeants africains, notamment et surtout le cas de mon pays, le Cameroun, ce n'est pas un format qui correspondra à dire que le président de la République du Cameroun n'est pas suffisamment intelligent ou il n'a pas suffisamment de talent pour orchestrer une bonne direction. Non. C'est un format lié à ses objectifs. Ces objectifs ne sont pas des objectifs liés à une dynamique de production. Car lui, il n'a aucun intérêt à être lui-même inscrit dans une dynamique de réussite. Il a quoi réussir quand il sait déjà qu'il maîtrise son réseau? De quelle réussite voulez-vous parler? Il n'a rien à prouver, il n'a rien à justifier. Voilà pourquoi on est dans le laisser-faire dans son réseau direct et le laisser-faire dans la population. Ceci assure sa pérennité au pouvoir. C'est certain qu'en matière de talent, un ensemble de dirigeants africains doivent l'avoir. Ça, c'est certain. Mais ils ne veulent pas juste les appliquer. C'est un choix tactique. Il faudrait bien que vous le compreniez. J'entends beaucoup de gens souvent dire « Oh, ils sont incompétents ». Mais la vérité, c'est qu'ils ne sont pas inscrits eux-mêmes dans une dynamique de réussite. Comment voulez-vous mesurer la compétence d'un individu qui n'est pas inscrit dans une dynamique de réussite? Vous ne pouvez pas mesurer sa compétence. Donc son choix de s'inscrire dans cette posture qui n'est pas une posture de dynamique de réussite, ça sera difficile de l'évaluer. Donc vous ne maîtrisez pas le personnage en fait, parce qu'il n'est pas là pour dévoiler sa compétence. Donc moi j'ai l'impression souvent de croire qu'ils sont compétents. Ils savent ce qu'il faut faire, mais ils ont juste fait un choix tactique de ne pas faire ce qu'il faut faire. Parce qu'en faisant ce qu'il faut faire, ça va vous éveiller, vous le peuple. Ça va vous édifier. Ça va très rapidement vous amener à
vous concentrez à tout ce qu'ils font. Imaginez-vous qu'ils s'inscrivent dans une politique où on met en place un plan d'action sur l'agriculture, par exemple, afin d'aboutir à l'autosuffisance alimentaire. Qu'on mette en place un plan d'action qui permettrait d'aboutir à une construction d'hôpitaux alors modernes où toute la population serait capable d'être soignée avec la hauteur de la qualité qui devrait aller avec. Tout en mettant sur pied des services sociaux, une assurance maladie pour tous, une assurance médicaments pour tous. Mais c'est sûr que c'est mettre ce type de politique sur pied. Vous seriez dans un environnement qu'il faut, parce qu'également l'environnement devrait être propre. Les rigoles doivent être faites. La propreté sur les routes doit être faite. Dans ce type d'espace, le déclin de l'esprit se met en marche. Oui, l'esprit se retrouve dans les conditions d'animation intellectuelle. Et effectivement, c'est vraiment ça qui justifie l'état dans lequel se trouve l'Afrique. C'est un choix tactique. Il est donc important que, chers peuples africains, nous comprenions que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra nous sauver. Il n'y aura pas de Messie. Alain Focard le disait. Il n'y aura pas de Messie. N'attendez pas un Messie. Ça, c'est une erreur que font les peuples africains. Ils pensent plus et ils croient plus à un Messie. C'est peut-être vrai que ceci est dû à l'histoire culturelle de l'Afrique. Parce que d'une manière ou d'une autre, les Africains sont plus habitués avec la royauté. Je dis sans risque de se tromper, c'est sur ce format-là que marchent les différentes nations dont j'ai indiqué tantôt. Les différentes nations africaines marchent sur la voie de la royauté. Donc, la structure mentale des peuples africains est régie sur la royauté. Ce qui fait que de manière subtile, ils n'ont pas de problème à avoir un dirigeant resté 40 ans au pouvoir. Ils peuvent vous faire croire qu'ils ont un problème, mais dans leur subconscient, ils n'ont aucun problème. Tout dirigeant d'ailleurs qui serait capable de leur donner tout ce qu'ils ont besoin pour améliorer leur qualité de vie, restez-y 100 ans dans ce poste de pouvoir. Ils s'en foutraient pas mal. Et vous pouvez même déjà constater que bien que l'ensemble de ces dirigeants ne leur donne pas et ne leur offre pas un espace de vie agréable, on laisse ce dirigeant à la merci du pouvoir. Je peux comprendre qu'ici, on va évoquer le fait que le peuple est torturé, le peuple est séquestré, le peuple est refoulé à la prise de parole. Oui, ça on peut bien comprendre. Mais il reste, quand un peuple veut, personne ne peut l'empêcher. Il n'est pas question ici de dire que le peuple doit aller déroger les dirigeants en place. Non, c'est pas ça. Non, 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 non. Là n'est pas le débat. Ce n'est même pas dans ce registre que nous nous inscrivons. Il est question de prendre les choses en main. Exemple. On vous dit, il y a le bourrage des urnes. On vous dit, les élections sont truquées. Mais vous, peuple, qu'avez-vous fait pour protéger vos élections? Puisque nous sommes dans ce système qui nous entraîne toujours vers une pratique de bourrage des urnes. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes-vous rassuré qu'une fois que vous avez mis votre bulletin dans l'urne, que vous devriez rester sur place et compter vos votes et assister au comptage des votes? Vous êtes-vous rassuré? Non. On vote et on part. Pourtant, on est bien conscient
que le système sur sa forme actuelle va automatiquement entraîner un bourrage des urnes. Il est question d'avoir une attitude qui va correspondre à un modèle que nos dirigeants se rendront bien compte que ce peuple est éveillé. C'est vrai, plus on peut avoir un dirigeant au pouvoir qui y est resté trop longtemps, il développe des techniques qui lui permettent davantage de pérenniser son pouvoir, mais il y a un début à tout et il y a une fin en tout. Donc, vous, peuple, en restant dans cette dynamique, pour une élection qui survient, et que le même phénomène se produit, rassurez-vous, dans la prochaine élection, excusez-moi, les dirigeants se rendront compte que le peuple est déjà éveillé. Donc, ils trouveront d'autres moyens tactiques. Et le peuple devra suffisamment être intelligent pour être capable d'ajuster aussi sa démarche. Toujours dans une politique de contrôle des votes. Et au finish, au fil des décennies, au fil des générations, à partir de ce type de comportement, il viendra un temps où les dirigeants se rendront bien compte. Le peuple veut une justice équitable dans le comptage des votes. Parce qu'il le demande, il impose et il le démontre. C'est de ça qu'il s'agit. De l'autre côté, nous devons être capables de remettre l'homme au centre de nos préoccupations. L'homme a été longtemps écarté des préoccupations en Afrique. Tout le monde, sur une politique du laisser-faire, chacun ne s'occupe que de sa surface directe. Et malheureusement pour ce peuple appauvri, ils n'ont pas le choix que de réfléchir que si l'enfant chauffe le soir, qu'est-ce que je fais? L'enfant doit aller à l'école demain, je fais comment pour payer son taxi? Je fais comment pour trouver un abri pour mettre ma petite famille, pour les sécuriser? Je fais comment pour être capable que si mon enfant a besoin d'aller dans une grande université, notamment peut-être même des universités modestes pour les familles pauvres, voire même des universités à la dimension de ce que nous avons, notamment dans nos pays africains, où le coût de la scolarité est officiellement de 50 000. Je fais comment pour être capable de produire ou de fournir 50 000 pour envoyer mon enfant à l'école, pour payer la pension de mon enfant. Ça, ce sont des questions au quotidien qui sont inscrites à l'ordre du jour auprès des peuples africains. Mais une fois que j'ai dit ça, j'aimerais noter que la bière, l'alcool, avoisine déjà les 1000 francs par bouteille. On est plus loin. Bientôt, on sera à 1000 francs. 1000 francs. Toutes les bouteilles seront à 1000 francs. On est plus loin de là. Est-ce que vous manquez de boire? Est-ce que vous manquez de consommer l'alcool? Est-ce que vous avez déjà eu un jour à évaluer à combien vous consommez l'alcool, le coût de l'alcool, de la bière que vous consommez en une semaine, en un mois? Non. Les multinationales, en termes d'entreprises occidentales, viennent s'enrichir sur le dos des Africains. Ça, c'est une réalité. C'est un fait. Il est donc question ici d'adopter une démarche qui va permettre de rehausser nos valeurs, de se rééduquer. Ne comptons pas sur les dirigeants. J'ai déjà dit qu'ils ont échoué. On n'a plus à compter sur eux. L'éducation en Afrique est quelque chose de très complexe. Il faut d'ailleurs voir comment les enfants peinent. Si on n'est pas des enfants qui sont dotés de savoir ce que nous voulons et avec des parents qui sont là pour nous encadrer de manière radicale, il est difficile de voir les enfants réussir dans notre système. Car l'administration centrale a appauvri également les enseignants qui entraîne une démotivation dans l'exercice de leur métier.
Et pour la plupart, les enfants sont abandonnés à eux, dans leur recherche personnelle. Quand on voit un enfant réussir sur le plan académique et scolaire en Afrique, j'ai envie de dire qu'il faut le respecter. Et rendons-leur tous hommage. Parce qu'on est dans des contextes et des environnements qui freinent la politique d'émergence scolaire et non qui encouragent. Tout étudiant qui suivrait cette vidéo ne me dirait pas le contraire. Tout étudiant, notamment par exemple dans mon pays, le Cameroun, ne pourra me dire le contraire. Donc ça, c'est la réalité. Quand je dis ici, remettons l'homme au centre et pensons plus à s'éduquer les uns les autres, les unes les autres. Il est important que nous entrevoyions les choses de cette manière. Faudrait-il que quand j'ai un bout de papier en main, peut-être d'un biscuit que je viens d'acheter dans une boutique, et que je le mange en longeant le trottoir, quand j'ai fini de manger ce biscuit, qu'est-ce que je fais du bout de papier que j'ai en main? Devrais-je le jeter au sol et continuer ma route, ou devrais-je le conserver, arriver dans une prochaine poubelle, même si ces poubelles sont inexistantes, pour le jeter? Devrais-je le jeter donc sur le trottoir? Je pense que c'est inadéquat. Voilà le type d'éducation que nous devrions être capables de nous fournir entre nous. De nous donner ce type d'éducation les uns les autres, comme je disais. Éduquons nos enfants aux bonnes pratiques dans la société. Éduquons nos enfants que l'école reste l'essentiel. Et l'alcool est un couloir de destruction. Le sexe, très tôt, est un couloir de destruction. Les drogues, notamment, sont des couloirs de destruction. Nous devons éduquer cela à nos enfants. Et je sais que beaucoup parmi vous le faites déjà. Nous devons être capables de comprendre que bien que la joie de l'autre n'impacte pas ma vie, mais je dois être capable et avoir la hauteur suffisante pour rester neutre ou alors être en joie avec l'autre, même si ça n'impacte pas ma vie. Je veux dire par là que quoi? Quand j'entends que le voisin, ou encore que mon voisin a finalement trouvé le travail, est-ce que je dois être jaloux? Non. Soit je reste neutre, soit je dis juste dans mon cœur que ben bravo. Est-ce qu'il est nécessaire, quand ma sœur est enceinte, que je sois jalouse parce que ma sœur est enceinte et elle doit accoucher bientôt? Est-ce que je dois entrer dans la sorcellerie pour faire que l'enfant qui est dans le ventre de la femme du voisin sorte? Parce que je ne veux pas le voir avec un enfant. Je ne veux pas le voir jouir du bonheur en présence de leur enfant demain. C'est finalement dans ce type d'attitude macabre que les Africains s'inscrivent le plus. Ils sont plus dévoués à la jalousie. Ils sont plus dévoués au non-respect de l'autre. Et à la fin, quel type de société nous construisons? J'ai envie de dire, mes chers Africains, mes chers frères, qu'en restant et en continuant dans ce couloir, il n'y a rien qui arrive devant. Plutôt, le pire. Oui, tout au moins, laissons ceux qui sont dans une démarche de pleurs continuer à pleurer. Mais une nouvelle dynamique, d'une nouvelle classe d'élite doit se mettre en marche pour se ranger du couloir ou du courant de pensée de Alain Foka. Il n'y aura pas de Messie.
Ne comptons plus sur les messies. On doit être capable de se décoiffer de ce naturel qui consiste à croire que nous allons toujours avoir besoin d'un messie. L'Afrique n'a pas besoin d'un messie. L'Afrique doit être capable de bâtir des institutions fortes. Barack Obama le disait déjà. On n'a pas besoin des hommes forts. On a besoin des institutions fortes. C'est ça qui va garantir une forme rotationnelle du pouvoir qui permettra au fil des générations d'avoir des dirigeants conscients un jour ou l'autre qui viendront remettre l'Afrique sur le chemin de la densité de l'émergence. Nous avons besoin d'une émergence dense. Nous avons besoin d'un développement dense. C'est ce qui nous fait dire que nous devons donc nous inscrire dans la révolution pour le développement de l'Afrique. C'est une révolution mentale. C'est une révolution où on doit changer le logiciel qui incarne notre structure mentale. Tant que nous ne changeons pas ce logiciel et que nous restons sur la forme du mental qu'ont les Africains aujourd'hui, alors là, c'est dangereux. Ils n'utilisent pas leur sorcellerie pour développer des autoroutes. Pourquoi les Africains n'utilisent pas leur sorcellerie pour développer des ponts qui doivent lier des villes à travers des mers ou des rivières? Pourquoi les Africains ne développent pas leur sorcellerie pour créer des avions? Pourquoi les Africains ne développent pas leur sorcellerie pour construire des navettes spatiales? Là, c'est un ensemble de questionnements que vous devriez vous faire, Africains. Là, c'est un ensemble de questionnements qu'on doit se donner, qu'on doit se faire. On n'a pas le choix que de développer ce type de contenu pour exciter à la compréhension des enjeux de l'heure, pour éveiller les masses, pour éduquer les peuples. On n'a pas le choix. Il est important que chacun de vous qui est capable de prendre la parole. La parole aujourd'hui n'est plus refoulée car plus personne n'a la capacité d'empêcher la parole. Rien qu'à partir de votre petit téléphone, vous êtes capable de produire la pensée et de le mettre à la disposition de tous. Donc, chaque leader qui a la capacité de produire la pensée, de produire l'éducation, faites-le, n'hésitez pas. Nous avons besoin d'un ensemble de tout pour éveiller les consciences. On doit bien le comprendre aussi. Généralement, quand on est juste resté dans l'espace géographique de l'Afrique, il est difficile souvent de cerner un certain nombre d'enjeux. Et malheureusement, le monde est fait de telle en sorte que l'Afrique est enfermée sur lui-même. Et le monde, de l'autre côté, est dans une dynamique de trafic de mouvement. Une dynamique de trafic de mouvement. J'entends ici par trafic le déplacement. Hein. Je n'entends pas ici trafic pour dire comme on peut parler de trafic de drogue. Non, je parle ici vraiment de trafic en termes de mouvement. L'Afrique est enfermée sur lui-même. Le continent africain doit prendre le relais des enjeux qui l'attendent.
Oui, je peux bien observer, et c'est important de le dire, d'une manière ou d'une autre, l'Afrique également est un espace qui est systématiquement organisé en deux grandes zones géographiques, ok, qu'on appellera couramment l'Afrique du Maghreb et l'Afrique subsaharienne. C'est vrai que notre démarche intellectuelle dans ce contenu est certainement plus orientée vers l'Afrique subsaharienne. Je dois l'avouer, j'ai très peu d'expérience sur l'Afrique du Maghreb. Je ne suis jamais allé dans un pays du Maghreb. Mais à travers un indicateur qui est le printemps arabe, enfin, ce qu'on a appelé le printemps arabe, où l'ensemble des peuples de l'Afrique du Maghreb se sont levés pour contester leurs dirigeants, voire pour d'autres chasser ces dirigeants-là. À travers cet indicateur, j'arrive à un résumé que nous souffrons des mêmes maux. Je peux me tromper, je m'en excuse d'ailleurs s'il arrivait que le peuple du Maghreb estime que je me trompe. Je dirais, je m'en excuse. Mais je me base juste sur cet indicateur pour finir par dire que d'une manière ou d'une autre, nous souffrons des mêmes problèmes. Il est clair qu'il y a une nette amélioration du côté de l'Afrique du Maghreb, contrairement à l'Afrique subsaharienne. Parce qu'on peut quand même observer dans cette zone géographique-là un certain développement technologique, contrairement à l'Afrique subsaharienne. C'est pour ça que je me réserve d'être capable de fournir une expertise concrète et valable sur l'Afrique du Maghreb. C'est pour ça que je prends cette réserve. Mais concernant l'Afrique subsaharienne, j'en ai fait au moins 2 pays en dehors du Cameroun. Et je peux vous rassurer, ce que j'ai observé sur le terrain ne m'a pas permis de conclure que ces pays étaient différents du Cameroun. J'ai eu l'impression à un moment donné que je marchais au Cameroun. J'ai certainement pas envie de donner ces pays. Peut-être je le donnerai plus tard. Mais j'ai envie de dire, pour ceux qui ont l'occasion et qui sont régulièrement en train de se déplacer entre les différents pays africains, surtout du côté subsaharien, vous conviendrez avec moi que nous sommes dans la même misère. Il n'y a personne pour rattraper l'autre, comme on dit dans le langage courant. Alors, c'est vraiment ça que je voulais fournir comme réflexion et susciter la démarche pour chacun de vous à produire également de la réflexion par rapport à ce sujet et être capable de donner votre point de vue également par rapport à ce sujet. Donc, très chers frères, c'était avec beaucoup de plaisir que j'ai développé ce contenu pour mettre à votre disposition. L'Afrique doit s'éveiller. L'Afrique doit s'élever. L'Afrique doit se réveiller. C'est aux Africains de prendre les choses en marche. Il n'y aura pas de messie. Oubliez les messies. Mettons-nous au travail. Impliquons-nous dans les différentes entités opérationnelles, c'est sûr. Ne soyons pas absents, quel que soit le type d'environnement. Ceux qui décident d'entrer dans le champ politique, entrez-y. Ceux qui veulent être députés, ceux qui veulent être maires, en se liant avec des partis politiques, faites-le. Mais adoptez plus une attitude
qui concourt à remettre l'homme au centre et surtout à travailler pour les générations futures. Car travailler pour les générations futures, changer le logiciel de la structure mentale actuelle que nous avons et remettre l'homme au centre. Voilà pour moi les piliers sur lesquels nous devons travailler tout en mettant au centre du pilier l'éducation. Et une éducation qui malheureusement doit se faire finalement de bouche à oreille à travers l'éthique morale que chacun de nous disposons pour pouvoir éduquer les foules, éduquer la jeunesse pour qu'elle prenne conscience de ce qu'elle doit se recadrer pour envisager les enjeux de demain. Merci d'avoir pris de votre temps pour consommer ce contenu qu'on a pris le temps de faire pour mettre à votre disposition. Certainement, on se reverra très prochainement selon qu'il y a un sujet qui pour moi me semble pertinent. Et entre autres, n'oubliez pas d'aller vous abonner notamment sur la page Le Frambo et derrière la page Le Frambo, vous verrez certainement d'autres pages qui consistent à développer les contenus en lien avec le leadership et le management, à savoir l'Africa Business. Oui, si vous tapez Africa Business, vous allez certainement tout de suite tomber sur notre page Facebook ou sur Le Frambo. Vous allez tomber également sur une autre page Facebook que nous développons. Nous sommes là pour dire et pour donner ce qu'on a grâce à la modeste expérience que nous avons et au petit vécu qu'on a pu faire sur Terre jusqu'à aujourd'hui. Et généralement, vos avis comptent. Je suis un personnage qui aime travailler sur la base démocratique. J'aime écouter les opinions des autres. Ça me fait souvent changer quand de manière radicale, on m'a convaincu avec les arguments. Merci. Bien de choses à vous. Au revoir.